Bonjour tout le monde, bienvenue ici pour cette nouvelle interview puissante. Les interviews puissantes, ce sont des entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui viennent nous partager, qui vivent leur puissance avec authenticité et viennent nous la partager à travers ces interviews. Je suis Émilie, je suis journaliste, coach, énergéticienne et fondatrice de l'école des puissantes. C'est une école, une formation pour plus d'autonomie dans votre vie et dans vos énergies. En ce moment, on est sur le système nerveux, on est dans le premier module et ça tombe très bien parce que la personne que je vais interviewer aujourd'hui, elle a fait la même formation que moi avec Ludovic Leroux sur la régulation du système nerveux. Ludovic, on l'a eu en interview la semaine dernière, je vous recommande son interview, elle était vraiment chouette. Et donc, j'ai eu la joie de rencontrer Ilia Renon, prof de yoga et femme très inspirante, très authentique dans ses partages avec sa grande communauté. Ilia est ici, je vais accepter. Elle va nous partager sa vision de la vie, des choses, comment elle s'est construite et comment elle arrive aujourd'hui à avoir une grande communauté et à vivre sa vie de maman et d'entrepreneur. Hello, salut. Oula, attends, j'essaie de caler le truc. C'est bon, je pense. Tu m'entends Ça bien? va? Oui, tout va bien. Toi aussi? Ok. Ouais, ça va. Super. Bon, je vais Merci. rester là. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Ilia Renan. Je suis, je veux dire, créatrice d'espaces d'exploration et de transformation, donc de plein de façons différentes, mais que ce soit en virtuel ou en présentiel avec des retraites, des ateliers, dans lequel je mélange tout ce qui m'a aidé sur mon chemin. Donc ça peut être à la fois des pratiques corporelles, parce que je passe beaucoup par le corps, moi ça a été très important sur mon chemin, mais aussi voilà le système nerveux, des choses plus dev perso. Je fais mon petit mix et plus à direction des femmes pour l'instant. Mais bon, voilà, on verra. Je pense qu'il y a des trucs à venir avec mon chéri en mixte, mais ce sera un petit peu plus tard. Et je suis sur les réseaux depuis, je pense, un peu moins de 10 ans, peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais plus exactement maintenant. Et je partage tout ce qui m'aide, en fait, à vivre mieux, on pourrait dire ça. Voilà. Hmm. Et justement, tu vois, j'allais te demander, tu as une grande communauté, tu animes souvent des retraites, tu as un studio en ligne de yoga. Ouais. Toutes les femmes donc tu connais les femmes, tu les accompagnes beaucoup, tu les vois vivre, évoluer. À toutes les femmes qui galèrent en ce moment, parce que les moments sont challengeants, euh, toutes celles qui se sentent trop, pas assez, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que tu leur dis? Hum, euh, alors moi aussi, hein. Je veux dire, déjà j'ai envie de dire ça, moi aussi, on passe toutes par des moments comme ça et c'est pas parce qu'on a l'impression que quelqu'un montre quelque chose qu'il n'y a pas des moments de doute, des moments où on se sent une merde, où on se questionne sur notre chemin, où on en est forcément. Après, moi, ce que j'essaie de me rappeler dans ces moments-là, c'est toujours revenir à est-ce que c'est pas une histoire que je me raconte? Hmm. Tu vois, parce que je sais que dans ces moments-là, est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce que c'est cette espèce d'autoroute que j'ai tendance à aller prendre de allez, je suis pas assez, je suis trop, je suis pas assez, tous ces mots qu'on se dit souvent, mais qui en fait sont simplement des espèces d'autoroutes de pensée dans lesquelles on s'engouffre parce qu'on a l'habitude de faire ça depuis longtemps. Et en fait, c'est presque de s'arrêter, de dire attends, là, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire? Ok, souffle. Et moi, c'est vraiment reviens dans le corps. Reviens dans le corps et après, d'un coup, on se rend compte, d'un coup, on fait hum, fait, en fait, ça va mieux. En fait, voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Et je pense qu'aussi, on est dans une société où forcément, le trop ou pas assez, c'est quelque chose qui est dans lequel on baigne depuis longtemps. Donc, il faut aussi arriver à l'interroger et à peut-être s'en extraire un peu, à prendre un petit peu de hauteur sur. Quand tu parles de revenir dans le corps, donc c'est Ouais. une système nerveux, c'est du yoga, c'est juste danser, c'est souffler. Oui, en fait, ça dépend du temps que tu as. Et Mm. de ce qui te fait envie, ça peut être aller courir parce qu'à ce moment-là, tu sens que il y a besoin de quelque chose qui soit peut-être un peu, ouais, des fois plus intense, ou que ça Mm. sollicite un peu le cardio pour couper un petit peu cette tête. Des fois, au contraire, on est dans un moment avec peut-être de la tristesse, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ben, en fait, on a besoin aussi d'accueillir ça
et donc peut-être d'être dans quelque chose de plus doux. Ça peut être une pratique de yoga, ça peut être... Moi, dans ces moments-là, j'ai tendance à avoir une playlist. Mm. C'est pas une playlist triste, mais c'est une playlist qui vient me connecter à mes émotions simplement pour les laisser sortir. Et je peux être juste là avec moi. Euh, En fait, le travail que je pense que je fais avec moi et que j'essaye de faire avec les personnes qui sont sur le studio ou dans les retraites, c'est d'arriver à se poser et de se dire, OK, en fait, j'ai besoin de quoi? Mm. Parce que ce que moi j'ai besoin quand, par exemple, si je suis en colère, c'est peut-être pas du tout la même chose que toi. Ou peut-être que tu auras ce besoin-là le lundi et le mercredi, tu vas pas y répondre de la même façon. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on arrive à une autonomie, d'arriver à se dire, OK, là, j'ai plusieurs outils à ma disposition. Ça peut être quoi? S'il faut, c'est juste... Et De d'un coup, souffrir. tu vois, t'en fais trois comme ça, et d'un coup, tu dis, Ouais, en fait, ça va mieux. ça va. Donc voilà, c'est plus ce côté-là. Mais forcément, le corps, moi, ma technique de prédilection, ça va quand même être, j'aime bien la danse. Je me mets ma playlist, je saute dans tous les sens, ou je mets un truc plus doux et j'essaie de laisser ce que le corps a envie de faire. Et voilà. Mais bon, Mm. Oui, c'est de trouver les outils et les méthodes qui fonctionnent pour nous. Et comme tu dis, ça fonctionne un jour et peut-être que le lendemain, on aura envie d'autre chose. c'est C'est vraiment ça. à t'écouter. Quel a été ton déclic? Est-ce que tu as eu un déclic sur ce chemin? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à cette connexion à ton corps? Ouais. L'endométriose. Mm. Voilà. Euh, Moi, j'avais des douleurs de règles depuis bah, mes premières règles. En fait, j'ai eu mes règles assez tôt, vers 11 ans. Et à 11 ans, c'était l'horreur. Enfin, je veux dire, je me rappelle encore, je les avais eues chez ma mamie. Et en fait, je comprenais pas. J'avais l'impression que mon ventre était déchiré. Mais vraiment, alors, je sais pas si c'est comme ça chez toutes les jeunes femmes, les jeunes filles, les premières règles, mais je me rappelle qu'elle était allée chercher de l'homéopathie que ma mère utilisait, qu'elle m'avait donné du Doliprane parce elle savait, elle comprenait pas. Et en fait, moi, ça a été comme ça pendant longtemps. Après, on m'a mis sous pilule très tôt. Je crois que j'ai été sous pilule à genre 12 ans et demi à cause des douleurs. Mm. Voilà, et je pense qu'en fait, il y avait déjà de l'endométriose. Donc, eux, ils pensaient que j'avais des kystes, mais je pense que c'était peut-être ça et l'endo, des kystes fonctionnels. Et même sous pilule, c'était compliqué. Et donc, le rapport au corps était compliqué parce que mon corps, il était très douloureux, euh, souvent. Puis après, bon, c'est vrai que moi, j'avais aussi mal à l'ovulation. J'étais Mm. aussi pas bien pendant le SPM. Donc, en fait, moi, j'avais une semaine dans tout mon cycle où j'étais à peu près bien. Et encore pas très longtemps parce que moi, j'ai mon ovulation, enfin, j'ovule très tôt. Donc en fait, le temps que je me sens bien, c'est pas ouf, quoi. Donc c'était pas facile d'être dans mon corps, dans un corps qui me faisait mal. Enfin, dire reviens dans ton corps, t'es en mode mais pas du tout, j'ai pas du tout envie de revenir dans mon corps. Vous Et êtes puis, fous. quand ça t'arrive, quand t'es ado, que tu es dans ta pleine Ouais, construction de ton rapport à ton corps et que tu te construis dans cette douleur, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile, à sachant que les douleurs se sont accentuées en grandissant. Quand j'étais ado, c'était plus vraiment des douleurs de règles. Je pense que j'avais d'autres douleurs, mais que je n'avais pas reliées ouais, à d'accord. l'endométriose. J'avais des mal de dos, des choses comme ça. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'avais quand même très souvent mal. Mais moi, on m'a diagnostiqué, j'avais 30 ans. Et là, j'en fais 40 dans un mois. Donc, tu vois, c'était il y a 10 ans. Et même si ça a été... euh, je pense que les annonces d'endométriose sont à la fois un soulagement parce qu'on nous donne une explication de pourquoi on avait mal. Donc d'un coup, on se dit, ok, en fait, je n'étais pas folle. Et à la fois, c'est quand même un truc qui est assez violent parce que quand tu vas lire, tu te dis, ça n'a pas l'air d'être super, super. Pourquoi le mec, il faisait une tête comme ça? Il avait l'air de m'annoncer quelque chose de très, très grave. Mais quand toi, enfin, il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins Oui. qu'aujourd'hui. Donc forcément, voilà. Et en fait, moi, ce que ça a fait, c'est que le médecin m'a dit qu'il... En fait, moi, je voulais pas prendre de pilule parce que je voulais être maman. Et donc le médecin m'a dit qu'il pouvait pas, il voulait pas m'opérer parce que j'en avais vraiment beaucoup sur toutes, enfin j'en ai toujours hein, sur toutes les ovaires, tout ça. Donc il avait peur de me rendre stérile et il m'a dit on est plus en parcours PMA. Et et si vraiment la douleur devient insupportable, bon, elle était quand même, mais bon, on opérera. Voilà, et à cette époque, moi, c'était ibuprofène, doliprane. Quand j'avais mes règles, je comptais, genre, c'était, tu sais, 6 heures Ouais. d'ibuprofène, 4... Alors, j'étais là, le temps qu'il y ait toujours un truc qui agisse pendant les 2 3 premiers jours. Bon, je pense que c'était pas ouf pour mon foie, mais bon, après, tu fais comme tu peux.
et vraiment avec des douleurs à vraiment avoir envie de mourir par moment, où tu te dis je peux pas supporter ça encore, parce que c'est vraiment, voilà. Et, et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, et il m'a dit, vos douleurs sont quand même très digestives. Et là, ça a planté comme une graine. Je me suis dit, mais attends, douleur digestive, je vais aller explorer ça. Parce que moi, le truc, on n'a pas de solution, je suis pas OK avec ça. Donc, je suis allée voir ça, j'ai commencé à changer mon alimentation. Et je me suis rendu compte qu'une alimentation anti-inflammatoire m'aidait beaucoup. Et en même temps, je suis allée voir, par exemple, une ostéo intra, enfin, tu sais, Oui. qui travaille en intra, voilà. C'est pas le truc le plus agréable du tout. Mais ça fait du bien. Après, en fait, je suis allée voir plein de trucs. Et ce qui m'a vraiment aidée aussi, c'est de me reconnecter à mon cycle et de comprendre cette cyclicité dans mon corps et de me rendre compte qu'en fait, j'étais en lutte constante contre cette espèce de, on va dire, de descente d'énergie après l'ovulation. Moi, j'étais comme tout le monde. J'étais en mode, mais en fait, non, j'ai pas le droit d'être fatiguée. On m'a dit, il faut être attaqué tout le temps. Donc, c'est pas OK. Et donc, j'étais vraiment, ouais, en lutte contre moi-même, mon corps. Et quand j'ai commencé à me dire, attends, c'est quoi, on va voir, qu'est-ce qui se passe si je collabore avec, si j'écoute de plus en plus. Et donc, en fait, ça a vraiment commencé comme ça. Même, ne serait-ce que tu vois, écouter, même changer ton alimentation et observer qu'est-ce que les aliments font sur toi. La digestion, forcément, tu te reconnectes à ton corps, beaucoup plus qu'avant. Et d'un coup, tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible que j'ai passé 20 ans à avoir mal tout le temps au ventre? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mal tout le temps au ventre. Parce que le lait de vache, je ne digérais pas. Parce que le gluten, je le digère pas bien. Ça me fait gonfler. C'est pas la folie du tout. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais comment t'as fait pour avoir mal tout le temps? C'était normal. Donc, tu vois, j'ai fait un jeûne aussi. Donc, le jeûne m'a aussi, j'ai fait une semaine de jeûne. Je me suis dit, si je n'ai pas mal au Ouais. ventre quand je n'ai rien dans l'estomac, ça veut dire que ce que je mets à l'intérieur de moi, il y a des trucs qui me font mal. Exactement. Donc ça m'a fait... En fait, ça a tout explosé dans ma tête pendant 3-4 ans. Je fais OK. Et après, j'ai trouvé des pratiques qui m'ont aidée. Le yoga, où je commençais à voir, ah, mais en fait, quand je fais de la place, Ouais. euh, tu vois, ça fait de la place à l'intérieur, ça fait de la place dans ma tête. Waouh! Et petit à petit, c'est vrai que ça n'a pas été du jour au lendemain. Je peux pas dire, je me suis réveillée un matin, j'étais connectée à mon corps. Non, quand t'es pas connecté à ton corps pendant 20 ans, enfin, tu l'es dans le sens où tu es dans ton corps, mais je veux dire, j'avais moins cette sensation de l'habiter vraiment. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, je suis en plus très sensible à tout ce qui se passe dans mon corps. Donc, à la fois, ça m'aide, à la fois, des fois, pas toujours le cas. Mais si, je pense que si, ça m'aide parce que je peux être, tu vois, dans une espèce comment on pourrait dire, de tuning. De, ok, là, je sens qu'il y a une chute là. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, bah, je peux aller m'allonger 5 minutes, 10 minutes, et en fait, juste ça et respirer. Et ça me change toute ma journée. Mais avant, j'y croyais même pas à ça. C'est vraiment un des trucs essentiels. Bon, toi, c'est ton moyen, le corps, mais Ouais. je pense que c'est quand même essentiel pour tout le monde. C'est vraiment une des clés pour les femmes, tu penses, pour accéder à qui elles sont et à leur puissance, à leur bien-être, quoi, à elles. Ouais. Oui, parce que je crois qu'en fait, on nous a longtemps fait croire que ce que nous racontait notre tête, c'était la réalité, en fait. Mais ton corps te raconte plein de choses aussi. Et je pense que des fois, il te connecte plus à la réalité que ce que ta tête peut te raconter. Même si avoir un cerveau qui est très actif, ça peut être aussi très utile si c'est pas lui qui prend le contrôle. Et je pense que d'aller plonger dans son corps, d'aller connecter avec cette puissance-là, moi, c'est ce que je fais aussi, tu vois, parce que je suis aussi prof de Kundalini Himalaya. Et j'aime bien aller challenger les femmes Et c'est dans le quoi? Tu corps. peux juste nous préciser ce que c'est? Le Kundalini, alors c'est comme du yoga Kundalini, sauf que c'est une branche différente qui a été développée vers l'Himalaya, qui est inspirée aussi par le tantra, donc pas le tantra rouge, mais le tantra blanc, qui est plus yin dans l'énergie et qui a moins de codification. T'es pas avec ton turban blanc, habillé tout en blanc. Moi, ça me parle beaucoup plus. Et effectivement, il y a des kriyas où c'est très intense physiquement. Tu vois, tu vas être par exemple comme ça et tu vas devoir faire pendant 3-4 minutes. Donc, Mm. ça vient chercher dans ton corps des ressources
Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vois que les femmes ont envie de lâcher. Ont envie de... Et en fait, tu leur dis... Alors, le but n'est pas de se faire mal, mais si tu leur dis, OK, je suis là avec toi, va voir les ressources que tu as à l'intérieur de toi, c'est assez incroyable ce qui se passe parce que les femmes sont en fait bien plus fortes qu'elles ne pensent. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais des fois, elles ont besoin d'espace pour aller explorer ça. Aller explorer ça avec bienveillance, mais en même temps avec quelqu'un, parce que moi j'ai l'air toute douce comme ça, mais en retraite, je peux être, euh, c'est pas dur, mais je peux être plus feu. C'est-à-dire, je vais vraiment aller chercher parce que je sais ce qu'il y a et je sais que des fois, et souvent, c'est dans l'inconfort aussi qu'on qu'on va voir des parts de soi. Il y a des fois, ça peut être dans la douceur, mais il y a aussi dans l'inconfort parce qu'il y a des fois, simplement, c'est dans ces moments-là que ça se révèle. Et quand tu vois les femmes qui connectent à ça et qu'elles font putain, mais en fait, il y a ça à l'intérieur. Oui, oui, il y a un truc de fou qui se passe. Donc, et puis notre corps, je veux dire, c'est un truc, ne serait-ce que si tu le prends physiologiquement, c'est des corps qui donnent la vie. Donc, en termes de puissance créatrice, c'est juste incroyable. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé sur mon chemin aussi, c'est que j'avais lu une symbolique qui disait que l'endométriose, c'était des foyers de création avortés. Et je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que j'ai plein d'idées et j'ai toujours tellement peur que je leur donne pas vie. Et je me suis dit, bah en fait, si je dois pas être maman, au moins je donnerai naissance à des trucs. Et en fait, à partir de là, il y a comme eu un truc de allez, j'y vais. Et étonnamment, même mes douleurs physiques ont diminué aussi. Waouh. Tu vois, avec une forme de, il y a cette puissance créatrice à l'intérieur. Est-ce que tu veux laisser ce feu, parce que c'est un peu ça aussi l'endo, continuer à brûler à l'intérieur de toi, ou alors est-ce que tu veux, tu vois, le faire sortir et donner vie à quelque chose à l'extérieur. Donc là, c'est par rapport à l'endo, mais je pense que c'est toutes les femmes, elles ont aussi cette puissance créatrice qui des fois est un peu soit pas assez attisée, soit elles sont même pas conscientes que c'est là. Et je crois que c'est aller plonger aussi à l'intérieur de ça. Et tu es devenue maman. Oui, je suis devenue maman sans PMA, naturellement, au bout de 9 ans. Au bout de 9 ans voilà, d'essai. Quand j'ai fait le deuil de ma maternité, je suis devenue maman. Voilà, c'était inattendu, mais Waouh. c'était une belle... comment dire? Quand tu as fait vraiment un cheminement très long par rapport à ça, par rapport à comment dire? C'était un peu pour moi la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais j'ai vraiment essayé aussi, dans tout ce cheminement, de pas me mettre une pression qui soit que liée à la maternité, dans la guérison en fait. D'accord. Voilà. Mais parce que tu avais refusé la PMA, tu n'avais pas fait de PMA et tout ça, tu avais refusé tout ça. Non. J'avais fait un rendez-vous et en fait, je raisonnais pas avec ça, c'était pas pour moi et je me suis dit, bah, si ça doit le faire, ça le fera et sinon, je pense que ma vie est déjà très chouette comme ça et, et d'accueillir aussi ça. J'ai aucun souci, enfin, je suis pas du tout dans la critique des personnes qui font la PMA ou quoi que ce soit. C'est Mm. vraiment moi, avec moi, dans mon ressenti corporel, encore une fois, je sentais que mon corps était en mode non, 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 non. Et ça, voilà, j'écoute. Et donc, tu es devenue maman il y a 4 ans. Ouais, Elle a 4 ans, ta petite fille. elle a 4 ans et demi, ouais. D'accord. Qu'est-ce que la maternité t'a révélé de toi que tu ne soupçonnais pas? Que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Ouais, Ouais. ça a été, c'était pas la révélation la plus agréable. Mm. Euh, Moi, ça a été dur pour moi les premiers temps, les premiers, à la fois les toutes premières semaines, moi, ça a été doux, mais au bout d'un moment, ça a été difficile aussi parce que je suis devenue maman pendant le Covid, donc il y avait quand Ah. même un contexte beaucoup plus lourd, et aussi parce que, comme je te disais, j'avais fait le deuil de cette maternité. Mm. Donc, quand tu as fait le deuil d'un truc et que ça arrive, même si c'est très beau, euh, moi j'ai passé, allez, 20 ans de ma vie, non, peut-être, ouais, un peu moins, 15 ans, à faire ce que je voulais, avec une liberté, parce que je suis entrepreneur depuis que j'ai quitté la fac, tu vois. Donc, et j'ai créé cette liberté parce que c'était important pour moi.
Donc ça n'a pas été facile, mais ça a été, j'ai énormément appris sur moi. Énormément appris sur moi, sur voilà, cette colère que j'avais à l'intérieur, ce besoin de contrôle aussi fort. Euh, et, et je crois cette capacité, je ne sais pas si c'est les femmes, mais en tout cas que j'ai eu, de tenir. J'ai vécu 4 ans très très durs. Les 4 premières années de ta fille, tu veux dire? Ouais, Ouais. pas nécessaire. Enfin, dans la maternité, oui, mais c'était aussi, ça a été très dur dans mon couple. Ferdi a vraiment craqué. Et donc, ça a été 4 ans où j'ai beaucoup porté, en fait, à tous les niveaux. Professionnel, enfin voilà. Et j'ai tenu, tu vois. Et donc, je pense que ça a été aussi de dire, waouh, les ressources qu'il y avait. Parce qu'en fait, il y a un moment où juste tu tiens parce que, bah, de toute façon, en fait, tu peux pas faire T'as autrement. pas le choix. C'est juste. Et tu peux pas trop le montrer sur les réseaux non plus parce que d'un, ça ne concerne pas que toi. Mhm. Donc, donc c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'intimité de l'autre aussi. Moi, je Ouais. partage ce qui me concerne moi, mais voilà. J'en parle un tout petit peu aujourd'hui, mais de manière très, très light parce que voilà. Euh, donc ouais, ça m'a. J'ai vu les ressources que j'avais, l'efficacité que je pouvais avoir dans le travail quand je me laissais pas disperser par un mental qui part dans tous les sens. Euh, donc ça a été très, à la fois très fort et à la fois très dur, voilà. Et ouais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en mode, ouais, moi, la maternité, ça m'a connecté au sacré, à tout ça. Moi, la maternité, ça m'a connecté à la matière, Mhm. à la logistique, à un truc qui était, et c'était difficile pour moi parce que ça m'a un peu coupé de ma spiritualité, justement. Ah J'étais ouais. là, j'étais dans, entre guillemets, le dur aussi, en fait, tu vois. Et moi, j'aurais des nanas qui étaient là en mode, ah, et moi, ça m'a ouvert à je sais pas quoi. Moi, ma fille est née par césarienne en urgence alors que je voulais un accouchement physio, machin, tout ça. Donc, ça a commencé costaud. Euh, voilà. Et cette réalité-là, bah, en fait, c'est aussi de l'accueillir et de se dire, bah, moi, c'est cette expérience-là que j'ai vécue. Là, c'est beaucoup plus doux. Enfin, je veux dire, j'ai une fille qui est géniale, qui est pleine de vie, qui est très drôle. Je pense que ça a amené ça aussi, se rendre compte que finalement, je crois que l'enfant, il amène beaucoup de joie et de vie dans une maison. Mhm. Mhm. Donc, tu fais aussi, on n'était pas vraiment très drôle avant, on n'était pas fun. Enfin, on l'était sûrement un peu, mais pas autant. Donc, ça, c'est cool, tu vois, il y a vraiment des choses comme ça. Et puis ouais, ça, je pense que ça amène à se décentrer de soi. Et forcément, quand tu es sur les réseaux, moi, je pars du principe où on est quand même un peu narcissique. Euh, pas dans un jugement, mais tu vois, pour Oui, en même temps, s'exposer comme ça, se montrer, bon, forcément, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Et donc, quand ton enfant il arrive, il t'amène à te décentrer vraiment de toi. oui. Et là, toute ton attention est focus sur l'autre. Et je crois que le grand challenge, ça a été petit à petit d'arrêter d'être dans ce grand écart. Et tu vois, j'étais pas juste la maman, j'étais d'arriver à dire, ok, je peux être la maman, je peux être aussi là pour moi, je peux être aussi la femme, la compagne, je peux être aussi la fille de ma mère. Parce qu'en fait, il y a un moment, moi, c'était la maternité qui avait pris beaucoup, beaucoup de place. Et pourtant, j'essayais vraiment de donner de la place au reste parce que je l'avais vu chez les copines, mais j'y Mhm. arrivais pas. Et justement, j'allais te demander comment t'as trouvé cette juste place. Et est-ce que tu l'as trouvée d'ailleurs? Oui, mais ça a pris du temps. Je pense que c'est le temps qui l'a amené. Le temps et, euh, et je crois, ouais, le temps, de l'auto-observation et aussi accueillir les retours bienveillants. Tu vois, ma mère, c'est pas quelqu'un qui critique ou qui quoi que ce soit, mais des fois, je lui dis, t'en penses quoi là? Mhm. Tu vois, et elle me faisait des petits retours un peu en mode, mais là, t'es très dans le contrôle, laisse faire d'y faire. Mhm. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, des trucs comme ça. Elle me dit, on s'en fout. Et je dis, oui, mais elle fait, non, on s'en fout. Ouais, d'accord, ok. Mais ça, c'était aussi parce que j'ai la chance et je sais que j'ai confiance à ma maman pour pas qu'il y ait quelque chose de violent qui sorte. Parce que je pense qu'on est très vulnérable aussi quand on est des jeunes parents.
aux mots que peuvent avoir les gens. Donc moi, je m'en protégeais vachement. Et en même temps, d'avoir quelqu'un qui à un moment te dit un peu tes quatre vérités en mode t'es un peu chiante quand même là. C'est bien aussi. Tu vois, plutôt que se cacher derrière le oui, mais moi je fais tout. Oui, tu fais tout aussi parce que tu veux tout contrôler. Donc forcément, t'es fatigué. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça m'a aidé. Ça m'a vachement aidé, voilà, d'accueillir aussi l'autre et moi d'oser me regarder aussi, aller plonger dans mes parts d'ombre qui n'étaient pas nécessairement, d'aller voir ça aussi, d'aller voir la personne qui est contrôlante, d'aller voir celle qui a beaucoup de colère à l'intérieur et qui, quand ça arrive sur des trucs, moi je sentais que il fallait que je sorte de la chambre de ma fille. Mm. Donc quand tu es confronté à cette part-là de toi, tu te dis waouh, Ouais. ok. Et Et on est forcément une femme différente après avoir été maman, tu crois? ouais, je pense oui. Et je pense que ça, c'est même en termes pro, c'est pas facile parce qu'il y a un temps de tu sais plus quitter, Mm. tu vois? Mm. Oui, aussi parce que la manière que j'avais de réagir avant à ce que je vivais, elle était plus nécessairement possible. Tu vois, avant, quand vraiment au bout d'un moment je pétais un câble, je me barrais à Bali. Pendant un mois et demi, 2 mois, j'allais dans un ashram, où je partais, ou même quand dans le couple c'était compliqué avec Ferdi, des fois on se disait, on se prend un peu l'air, ça nous fait du bien. On peut toujours le faire hein, en étant parent, forcément, mais pas de la même façon. Ouais. Et ça, c'était plus possible. Donc ce besoin que j'avais souvent de me barrer, je ne pouvais plus dire salut les gars, je vous laisse. Je pars un mois ou deux et Ouais. puis pas possible, tu vois. Donc Ouais. ça t'amène à aller aussi trouver d'autres solutions, d'autres pratiques, d'aller découvrir d'autres choses. Moi, c'est avec le système nerveux, ça m'a donné aussi beaucoup de clés parce qu'en fait, il y avait des choses où, tu vois, quand t'es avec ta fille, t'es en réaction d'attaque, tu te dis, là, Là, il y a quand même quelque chose, tu vois, d'aller observer ça en fait. Pourquoi Ouais. est-ce que mon système nerveux, il a cette sensation-là? Ça veut dire que là, il y a une insécurité, il y a quelque chose à aller voir, à aller accueillir, alors que pourtant c'est un enfant. C'est pas un lion et je suis pas une gazelle, tu vois. Mais mon système nerveux, lui, là, il y a quelque chose qui, tu vois, dans lequel il est pas OK. Donc d'aller observer ça aussi avec cet angle-là, ça m'a aussi vachement aidé. Et tu te sens comment dans la mer que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu te juges beaucoup encore? Comment tu te sens? Hum, bon, je me sens mieux. Je m'autorise beaucoup plus d'espace pour moi en me culpabilisant moins. Des fois, il y a encore de la culpabilité, mais quand même, après, je pense que je suis une maman qui a besoin de... comment dire? Je suis pas la maman la plus collée à sa fille Ok. et je suis une maman qui a besoin d'espace. Et je crois que c'est ça qui a été le plus dur pour moi, de voir que j'étais une Ça, maman, de voir que j'étais une maman comme ça. pourquoi? Je pensais pas. Moi, je pensais que je serais. Parce que je pense que je le juge un peu. Tu vois, la maman Ouais. poule qui a envie d'attraper son enfant tout le temps. Moi, ma fille, elle part en vacances une semaine avec ma mère. Si je sais qu'elle le vit bien, Ouais, ça ça peut va. durer même 2 semaines, hein. J'ai aucun souci avec ça. Je suis contente, elle passe un bon moment. Si je sais que c'est difficile, là, ce sera plus compliqué pour moi. Mais je suis pas dans le manque de oh, je veux la voir, je veux la voir, il me faut des photos tous les jours. Moi, si je sais qu'elle est heureuse, c'est le plus important pour moi, en fait. Donc, tu vois. Donc, je suis une maman un peu comme ça aussi. Et je pense que ça a été ce travail-là d'accepter aussi ce besoin d'espace-là que j'ai, de pouvoir lui verbaliser aussi. Et en même temps, d'arriver à trouver un équilibre aussi avec les moments où quand je suis là, je suis vraiment présente. Mm. Et je crois que c'est ça qui a été le plus gros truc, c'est qu'en fait, comme je m'accordais pas ces moments pour moi, ma qualité de présence était pourrie. C'est-à-dire que j'étais là, mais je voulais être ailleurs. J'étais là, mais j'étais à moitié sur mon téléphone parce que ça me saoulait et je voyais ça de moi et ça me saoulait de voir ça de moi parce que j'ai pas envie d'être une maman qui est sur son téléphone. Pas que je le sois beaucoup, mais c'est aussi mon métier, donc forcément, c'est un peu une belle excuse. Oui, mais j'ai des trucs là, je viens de poster un réel, il faut absolument que je réponde aux commentaires. Quoi, cette excuse de merde? Bref, mais Oh tu oui. vois, voilà, et je crois que d'avoir accepté cette part-là, a fait qu'après, quand je suis avec elle, je suis vraiment avec elle. Mais je pense aussi que on se met beaucoup de pression avec Ferdi parce qu'on est très présent comme parent en fait. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Tu vois, là, ma fille, elle va au centre de loisirs depuis un mois, alors qu'elle est en moyenne section. Je ne la mettais pas au centre de loisirs le mercredi après-midi parce que j'avais peur enfin, elle me disait qu'elle avait pas envie d'y aller. Je me suis dit oui, et puis bon, quand même, elle est à l'école toute la semaine.
Sauf que moi, en fait, là, au niveau du boulot, j'avais vraiment besoin d'avoir plus d'espace de travail. Et en fait, elle vit sa meilleure vie. Hier, j'étais en mode, c'était la meilleure journée de toute la semaine. C'était trop bien, maman. Tu, Ouais. tu vois? Donc, voilà, nous, on a quand même été très là. On a été là pendant 1 an tous les deux. Elle a été chez la nounou qu'à partir de 1 an. Euh, Elle y était que 3 jours par semaine. Tu vois, on a été très présents et je pense qu'il y a aussi ce truc où on a, je pense, voulu compenser les choses par une over-présence et où après on s'est rendu compte que finalement, ouais, c'était beaucoup de pression. Aussi qu'on s'était mis d'être les bons parents. Et tu crois justement, j'allais te dire, est-ce que c'est dur, plus dur maintenant d'être parent qu'avant? Alors avant, tu vois, moi je parle avec ma Ouais. grand-mère tout le temps, qu'elle allait travailler, qu'elle préparait les repas pour tout le monde, qu'elle cousait les robes, qu'elle allait laver les couches, que tu vois, donc tu te dis qu'ils avaient en plus une incertitude souvent financière, etc., qui était beaucoup plus grande. Mais on a aujourd'hui tellement d'injonctions. Nous, en plus, on est la génération qui n'éduque plus comme nos parents. Enfin, tu vois, on est vraiment la génération du milieu. Euh, Et je crois, est-ce que ça, tu penses qu'il y en a plus alors, aujourd'hui? je dirais que la vie peut-être matérielle, logistique était plus compliquée à l'époque Ouais. et demandait plus d'énergie. Mais je pense qu'aujourd'hui, la charge mentale, Avec l'éducation bienveillante et tous les nouveaux trucs, voilà. voilà. Et Mm. je pense aussi que moi, par exemple, ma mamie, ma mamie, elle travaillait pas. Mm. Je veux dire, c'était la génération qui ont commencé à travailler, mais elle travaillait pas énormément. Puis après, elle a été assistante dentaire. C'était pas tu vois, enfin, moi, je sais que là, je vois des mamans. Il y en a une, elle est infirmière. Il y a des fois, la petite, elle reste jusqu'à 19 heures à la garderie. Parce qu'en fait, juste, Ah oui, lui, il est cadre, elle est infirmière, ils peuvent pas récupérer les enfants plus tôt. Et c'est juste, la réalité, elle est comme ça. Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais je pense qu'aussi avant, il y avait la famille était plus présente. Tu avais ouais, plus cette prise en charge plus intergénérationnelle, en fait. De la même manière que nous, on s'occupait des anciens aussi, beaucoup plus que ouais, maintenant. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les anciens allaient plus s'occuper des petits et ouais. ceux du milieu allaient plus s'occuper des anciens quand le moment arrivait où il y avait un manque d'autonomie qui commençait à venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette charge mentale-là est aussi, en fait, on est, on croule sous l'information. Oui. Tu vois, et je veux dire, même par exemple par rapport à l'endo. Alors, il faut pas manger de soja. Ah mais si, il faut manger du soja parce que ça fait ci et ça fait ça pour l'endo. Il faut pas prendre de bain froid. Il faut pas faire de régime de jeûne intermittent. Ouais, mais quand même, le jeûne de temps en temps, ça fait du bien. Et au bout d'un moment, t'es là. En fait, c'est plein d'infos contradictoires tout le temps. Toi, t'as ton cerveau qui va exploser. Et j'ai Ah, l'impression que pour les enfants, c'est pareil. On met une pression de ouf sur les parents, euh, avec énormément de données, de choses que... Et la réalité fait que toi, des fois, bah ouais, il y a des fois, tu gueules. c'est ça. C'est pas Et super t'apprends à fier, être- mais la réalité, elle est que des fois, oui, tu vas craquer, et tu Ouais, vas trouver d'autres clés. Mais, euh, mais je crois qu'en fait, on est avant, et à mon avis, c'est pour tout, hein. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te comparer à qui? Tu pouvais te comparer à... même mes parents, ils allaient se comparer à qui? Aux mamans qui étaient à la sortie de l'école, à la tante, enfin à leurs propres frères et sœurs, peut-être à une émission télé. Voilà, tu vois. Les quelques livres sur l'éducation, il y avait Dolto et le livre de Nathalie Pernou sur quand t'es enceinte, quoi. Enfin, je veux dire, mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Peut-être un peu Montessori commençait, mais on n'en parlait pas tant que ça. Nous, aujourd'hui, avec les réseaux, les vidéos YouTube, les machins, franchement, t'as l'impression d'être une mère de merde. tout le temps. Tu dis, mais putain, moi j'ai crié, moi mon enfant il m'a dit ça, et j'ai réagi en disant non, j'aurais pas dû dire non, mais en fait, comment je fais et je trouve que ça, c'est pas facile. Donc ça met vraiment une pression et ça met ce truc d'arriver à vraiment se poser et avoir ce truc de dire, waouh, je fais de mon mieux, je... mais c'est dur quoi. C'est dur parce que je crois que ce truc de comparaison est là tout le temps, que ce soit même quand tu es entrepreneur, maman, femme dans le coup, enfin, compagne.
Ou tu vois, des fois tu dis, ah ouais, la dispute là, j'ai pas du tout réagi comme j'aurais dû faire. Mm. Voilà. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, cette abondance d'informations. À la fois, elle est géniale et à la fois, je pense qu'elle a un côté un peu délétère parce que, voilà, on... L'idée de revenir au corps, on revient au début de Ouais, l'interview, pour être capable de se sécuriser, pour être capable de voir ce qui résonne vraiment en soi, de ce qui est vrai pour soi dans tous ces trucs qu'on voit et qu'est-ce qui fonctionne pour nous et qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi. c'est ça. Et puis, je pense qu'en plus, tous les enfants, par exemple, sont différents. Ah oui. Tu vois. Moi, Donc, j'ai trouvé que, tu vois, l'une et l'autre, en fait, je les traite pas de la même manière. Et alors, à la base, tu te dis, mais je suis obligée d'être traitée de la même manière. Mais non, ça serait même pas les respecter parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins du tout, en c'est fait. ça. Tu vois. C'est ça. Et ce que je trouve qui est beau, c'est que d'une certaine façon, en faisant ça, tu valides aussi le fait que c'est OK d'avoir des besoins différents. Ouais. Tu vois? Et en fait, de comprendre ça assez tôt, de dire, bah oui, mais en fait, par exemple, tu vois, t'as des enfants qui ont besoin de beaucoup manger. T'en as qui ont besoin de prendre des plus petites quantités un peu plus souvent dans la journée pour X raisons. Et en fait, c'est vrai qu'on a une tendance à... C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais si au bout d'un moment, les enfants, en fait, on accueille aussi ça, alors sans être non plus dans le sur, parce que je trouve que des fois, c'est... l'enfant devient... tous les enfants sont extraordinaires. Oui, il est unique, mais parce qu'il est unique comme... Ils sont tous surdoués. voilà, c'est bon, quoi. Et tous, ils sont surdoués, tous, ils sont TDAH, tous, ils Ah, sont hypersensibles, tous, ils sont... Ça va, quoi. Tu vois, juste ton enfant est très chouette, il est unique parce que c'est ton enfant, mais on se détend, tu vois. Moi, c'est ce que dit ma mère. Ma mère, c'est une ancienne prof qui était vraiment extra, mais c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, oui, 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 elle est forte, ta fille, mais bon, ça va, quoi. En plus, elle a beaucoup de vocabulaire. Elle dit, on va pas non plus, tu vois, être dans le... Et ouais. je trouve qu'elle a raison, parce qu'on essaye de rendre nos enfants... euh, parce que Spéciaux. ouais, c'est beaucoup de pression en fait finalement d'avoir ce truc. Oh, tu peux absolument tout faire, t'es extraordinaire, t'es génial, tes trucs. Et si l'enfant il a juste envie, tu vois, de quelque chose de simple en fait. Si. Tu sais, et puis, moi, ça me fait penser, ma petite, quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, on l'avait amenée chez une psy parce que, après que sa sœur soit née, enfin, elle était très, très émotive, beaucoup de colère, elle voulait plus dormir tout seul, tout ça. Et en fait, moi, parce que j'avais lu Montessori, tout ça, par exemple, ma petite, elle choisissait ses habits, tous les matins. Et ma psy m'avait dit, mais votre petite, elle est anxieuse, hein. Choisir ses habits, ça Ça rend. la stresse. Ouais, J'y avais jamais pensé, et je pensais faire bien, tu vois. ouais. Et en fait, non, elle a juste besoin de sécurité, de cadre plus, en fait, tu vois. Et c'est ce genre de choses qui te fait vraiment réfléchir et penser à- au cadre de l'enfant, à ce que toi tu dis, et en fait à t'adapter à eux, et pas à ce que tu penses qu'il faut faire pour eux, ou ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, à ce que tu as peur qu'on pense de toi, etc. Et ça, c'est vrai que c'est... Et puis ton enfant, c'est pas toi. Et ça, c'est pas facile. Ouais. Moi, je vois qu'il y a des trucs, tu vois, où je comprends pas, où elle réagit hyper fort à des choses, et moi, pas du tout. Ferdi, lui, plus, donc il la comprend mieux, alors que moi, je suis en mode, mais je ne comprends pas en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de l'autre est différent de moi et d'accepter cette différence-là. Et je crois que la parentalité, elle t'apprend ça en fait aussi. C'est que ton enfant, c'est ton enfant, mais Ça ça appartient. peut être un être très 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 différent de toi. Et en fait, c'est merveilleux aussi et c'est aussi de l'accompagner là-dedans. Et je pense que c'est, en fait, on fait. Moi, je pense que j'ai eu quand même des enfants, des parents assez cool, mais tu vois, d'accompagner ouais, cette différence sans en faire non plus des caisses comme des fois les Américains, euh, je trouve que c'est beau. Et qu'à la fois tu te réconcilies, je pense, avec toi aussi. Mais c'est un vrai chemin vers soi aussi. Ouais. Quand on est tourné autant vers l'autre. Enfin, on peut pas être plus tourné vers l'autre que vers ses enfants, je pense. Et du coup, c'est un vrai chemin vers soi aussi. S'il y avait, pour terminer, une chose que tu voudrais transmettre à ta fille, Mhm. c'est quoi? Hmm. Je pense que ce serait l'accompagner à s'en... Alors, je sais pas si c'est pas très poli, mais à s'en foutre du regard des autres. Hmm. Si elle a envie de danser dans la rue, qu'elle danse dans la rue, si elle a envie. Et l'enfant est encore peu dans le regard des autres à cet âge-là et on voit que ça commence à arriver. Et je pense que c'est important dans la construction aussi de voir que bah, l'autre te voit, forcément. Mais
Ouais, de lui permettre d'arriver à vraiment être beaucoup plus détendue et tu vois, avec ça. Et pour pouvoir qu'elle soit juste, alors juste elle, je pense que c'est un grand mot, mais tu vois, les besoins dont on parlait, ces besoins corporels, ces besoins comme ça, on arrive aussi à y accéder en prenant du recul sur ce que les autres peuvent penser de nous, je pense. Mhm. Tu vois, il y a des fois, t'es juste, tu fais ça, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé? Non, je suis, Pourquoi tu souffles? ça n'a rien à voir avec vous, je souffle. Tu vois, et d'avoir ce truc de, ok, ouais, voilà, vous pouvez trouver que je suis bizarre, que je suis chelou, mais en fait, si vous faisiez la même chose, je pense que vous kifferiez aussi. Voilà, je pense qu'il y a de ça. J'ai envie de l'accompagner là-dedans, et je crois que c'est de lui montrer, euh, comment dire, hum, ouais, Attends, t'entends plus. Est-ce que ton micro fonctionne? Non, ça a coupé. ah, Ah, c'est bon. c'est le retour. Voilà, non, c'est juste ma coupure d'Instagram. Au bout d'une heure d'Instagram, ça coupe. Bon, Ah oui, d'accord. j'ai mis tu vois, j'ai on dirait que je passe des heures sur Insta, mais pas du tout. Je coupe. Donc voilà, non, mais bon, bref, en tout cas, ouais, je crois que c'est juste ce truc-là, parce qu'en fait, c'est ce qui fait, je crois, la force des enfants, et qu'après nous, on passe notre vie à faire tout ce chemin dans le sens inverse pour revenir avec ce truc où, tu sais, les enfants sont d'un coup, tu les vois faire des trucs chelous, tu fais, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, je pense que réellement, moi, ma fille, par exemple, elle régule, elle se régule toute seule. Genre le soir, il y a des fois, elle me dit, maman, je sens trop d'excitation à l'intérieur de moi, il faut que je saute. Ah Et je ouais. pourrais me dire, Génial. ah non, mais attends, on m'a dit que surtout, il fallait pas que les enfants se surexcitent, il faut les calmer, il faut tout ça. Et au début, je me disais ça, puis après, je me dis, attends, on va voir. Elle va sur son lit. La meuf, elle saute sur son lit, mais comme une ouf, elle a un lit cabane. Elle fait, enfin, je suis, ok, tu me dis quand t'as fini, je vais ranger la table. Et au bout de 3 minutes, des fois 1 minute, des fois 5 minutes, c'est bon, l'excitation est partie. C'est Je vrai, reviens dans la chambre. c'est Non, énorme. tu peux aller te coucher? Oui, ok. Et si je force et que je suis en mode, c'est bon, allez, on va se détendre, on va au lit, tu peux être sûr qu'elle va m'appeler 4, 5 fois Hmm. après. Ce qu'elle ne fait jamais en temps normal, hein. Nous, on la couche, elle dort direct. Donc, vraiment, Hmm. les enfants, ils savent. Tu sais, même tu sais, des fois, tu les vois faire des trucs bizarres. Je sais pas ce qu'ils font, mais je pense qu'ils font énergétiquement des trucs. Simplement, ils sont tellement connectés à leur corps que ça passe même plus par là. Tu Hmm. sais, ils font un truc comme ça. Ok, il y avait une tension qui était là, ça y est, elle est plus là. Parce que ils ont marché, ils ont fait un truc un peu bizarre et voilà, ils ont réglé. Nous, des fois, tu regardes les enfants, tu te dis, si nous on faisait ça, les adultes, on nous prendrait pour des tarés. Mais peut-être que, tu Hmm. vois, on devrait s'autoriser un peu à faire ces trucs-là pour faire cette énergie circule et pour faire que ces cristallisations dans notre corps soient perdurent moins en fait aussi, Hmm. tu vois, et s'installent moins. C'est ça aussi. Donc voilà, je pense qu'on a des maîtres en la matière de régulation du système nerveux. Quand même, les enfants, même s'ils forcément, on les aide aussi dans la régulation, évidemment. Mais je pense il y a des belles choses à regarder aussi, hein. Ouais, mais tu vois, ça bientôt quand même, parce que tu vois, moi, ma fille, elle a 8 ans, et je vois déjà des mécanismes de protection Non. très évidents, tu vois. Et tu dis que ça vient tôt et que c'est important de leur dire qu'elles peuvent lâcher et faire quand même, quoi, tu vois. Ouais. Ah, mais de toute façon, je pense qu'après, notre système nerveux, il est là à partir de la naissance. Donc, tu Ouais. as des choses traumatiques aussi, des fois, qu'on n'a même pas supposées, où le système nerveux s'est senti en insécurité, et donc, boum. Et donc, tu as des choses qui, après, impactent l'enfant pendant un petit moment. Bon, bah, de toute façon, on sait, et puis on sait que les parents parfaits, ça n'existe pas, et qu'on accompagne de notre mieux. Et Mais qu'il je y a pense plein que déjà, d'expériences qui sont amenées à faire de toute façon et que forcément, voilà, mais déjà, tu l'observes, tu vois. Et je pense que c'est ça, le, nous, ce qu'on peut amener en tant que parents, c'est aussi cette observation et de leur donner des petites graines, des petites clés pour que nos enfants soient peut-être ouverts à d'autres manières d'appréhender ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, plutôt que juste, tu vois, par exemple, comme dirait la maîtresse de ma fille,
Non, mais elle fait une crise. Enfin, là, elle est quand même en détresse, la petite. C'est pas une crise. Mm. Voilà. Et je pense que d'aller un peu plus loin, parce que moi, je vois ma fille qui joue avec ses poupées. Elle dit non, mais là, poupée, elle fait une crise. Encore poupée, il y en a marre que tu fasses des crises. Alors là, je suis venue, tu vois, se dire, tu sais, pourquoi elle fait une crise, poupée? Mais parce qu'en fait, on lui a craché dessus à l'école, alors après, elle a tapé tout le monde. Je dis, mais je pense que se faire cracher dessus, c'est quand même très violent comme chose. Je dis pas qu'il faut qu'elle tape tout le monde après, mais je peux comprendre que poupée, elle ait mal vécu tout ça. Alors, elle s'était pas fait cracher dessus à l'école, mais elle rejoue des trucs qu'elle voit en fait. Et donc, tu vois, d'accompagner ça même à travers le jeu, c'est hyper important parce que tu te rends compte qu'après, les enfants, en fait, ils font du mimétisme avec ce qu'ils ont vu à l'école, ce qu'ils ont vu chez les copains, de nous aussi, forcément. Des fois dans le bon sens, des fois, tu fais punaise, je fais ça. Ah, c'est moi. Voilà. C'est ça. Donc, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'observer ça et de pouvoir leur. C'est comme si, tu vois, il y avait le truc classique de à l'école, on va dire que c'est une crise, et toi, en tant que parent, si tu vois qu'il y a peut-être autre chose, quelle graine tu peux semer pour que l'enfant puisse introduire une forme de. Et s'il y avait peut-être aussi autre chose, en fait. Parce que ça veut dire que finalement, elle aussi, quand il y a ça, elle va pas se dire je fais une crise, elle va peut-être être capable aussi d'accueillir qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, et plutôt que de rentrer et de faire comme si de rien n'était, elle peut peut-être venir nous en parler, tu vois. Ouais, et puis même juste accueillir que ça déborde et que ça. Parfois, ça déborde, quoi. Ouais. Exactement, voilà. Donc tu peux faire du shaking avec ton enfant, ça c'est trop bien. Ah ouais, on fait ça, c'est très bien. On le fait aussi. On le fait aussi, très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Tu m'as aidé. Ton but du moment, c'est quoi? C'est le studio. Il y a une retraite au mois de septembre aussi. Ouais, et je vais sortir une formation pour les pros. Bon, je peux le dire là, je l'ai pas, j'en ai pas encore parlé du nom. Donc ça va s'appeler Ouais, la voix j'adore. des gardiennes. Ah, c'est beau. Ouais, en fait, c'est une formation pour accompagner les pros. Parce qu'en fait, je pense que on est beaucoup à se former à plein de trucs. Tu vois, le breathwork, le système nerveux, le yoga, le human design, l'astro, même enfin, plein de trucs, l'énergétique, l'inner dance, tout ça. Mais en fait, on nous apprend pas nécessairement à accompagner un groupe. On te Mm, dit, si, si, fais une retraite, fais ci, fais ça. Mais en fait, les dynamiques de groupe, comment faire que ça se passe bien dans un groupe, comment accompagner un cercle de parole, comment avoir plein de petits exercices, tu vois, de brise-glace ou même pendant, qui sont pas des pratiques en elles-mêmes, mais des choses qui amènent aussi des prises de conscience. En fait, on n'a pas ça. On nous donne pas ça. Souvent, on les a parce qu'on assiste à des retraites et on pique des petits trucs. Mais en fait, je trouve que les personnes se sentent assez démunies, souvent, et pas légitimes. Et notamment les femmes, j'ai pas confiance, mm, et puis comment tu séquences une retraite qui ne soit pas une somme de pratiques, mais un voyage. Parce que mm. moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu tout ce que je fais, que ce soit les ateliers, les retraites, les stages, j'amène les personnes dans un voyage. Tu vois, et pas juste, ok, alors on va faire du yoga le matin, là on va faire ça, et en fait, il n'y a pas de lien. Mm. Non, tu vois, tu les amènes et elles vont vivre quelque chose. Tu peux appeler ça le voyage du héros, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle en philo, par exemple, mais euh, qui en fait ressemble à ça au final. Mais et je crois que c'est ça en fait que j'ai envie d'accompagner et de faire en sorte que les femmes qui ont envie de créer des espaces comme ça ou qui le font déjà, tu vois, quand elles finissent la formation, elles se disent, ok, là, peut-être que j'aurai un peu de stress avant d'y aller, mais je sais que j'ai les ressources, je sais que. Et puis je pense aussi les connecter à leur magie à elles. C'est-à-dire pas faire du copier-coller de ce que moi je fais. En plus, on l'animera avec Ferdi en duo. Donc il y aura aussi l'énergie masculine. Je pense que c'est intéressant et nécessaire aussi. Mais que la personne ait du temps pour aller connecter avec elle, c'est quoi sa magie à elle en Mm. tant que créatrice d'espace. Parce que c'est ça en fait, pour moi, c'est vraiment l'art de créer des espaces. C'est pas juste je crée des espaces, il y a vraiment un art derrière. Et c'est ça que j'ai envie de d'accompagner. Donc je sais pas, là j'ai encore des trucs de est-ce que ça sort en juin, mais après il y a l'été, est-ce que ça sort en septembre? Des petits ajustements. Ok, Mais en tout cas, voilà, ça c'est le gros projet qui est venu comme ça et il faut que ça sorte. Donc, super bon, on en a parlé. super. Voilà, Euh, Moi de mon côté, on est dans la deuxième semaine de l'école des puissantes. Pourquoi j'arrive plus à parler? trop bien. On est dans la deuxième semaine, on est sur le système nerveux justement.
On passera ensuite au deuxième module sur les outils énergétiques pour créer sa vie. Troisième module sur les outils plus spirituels, subtils, etc. Et puis, pour tout ce qui est les mamans, je relance un programme qui s'appelait Conscious Mamas où on fait du coaching, de la régulation, de l'hypnose et du spirituel pour avoir plus d'aisance et de kiff à vivre notre maternité et à empuissancer nos petits parce que Je pense que c'est exactement ce dont on a besoin. voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes appelé par ces différents projets. Merci beaucoup, 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 Ilia. Merci à toi pour cet espace. Le meilleur. À bientôt. Oui, à bientôt. Salut.